associés. Donc Hervé, merci d'avoir accepté de venir nous en parler sur un sujet à multiples facettes. Et à toi la parole. Bon, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Alors merci de m'avoir invité, déjà. Alors effectivement, je vais vous parler de résilience des centrales nucléaires face aux aléas naturels. Et forcément, on va se retrouver un peu dans le contexte aussi du changement climatique, parce que les aléas naturels ont été pris en compte dès la conception, dès le début. Mais il y a quand même une nouveauté, c'est que le changement climatique vient un petit peu modifier, ou en tout cas réinterroger la manière dont on a pu le faire. Alors, en fait, on va voir que finalement, par rapport, que ce soit le changement climatique ou que ce soit par rapport aux aléas naturels d'une manière générale, on a en fait deux problématiques. On a une, c'est de résister aux événements extrêmes, ceux que l'on voit typiquement, la canicule de 2003 par exemple, des crues importantes, des tsunamis ou autres. Et puis, le changement climatique vient introduire une variation lente de la moyenne, on va dire, ou des niveaux, que ce soit le niveau de la mer, que ce soit la moyenne des températures. Et forcément, il va avoir un impact un peu plus, en tout cas sur cette partie évolution lente, un peu plus sur la capacité de production des centrales nucléaires. Et donc, on va un petit peu ce soir voir un peu ces deux aspects-là. Alors, voilà. Donc, premièrement, l'objectif, on rappelle, c'est de produire de l'électricité en toute sûreté. C'est ça l'objectif d'une centrale nucléaire. Il n'est pas question de produire sans assurer la sûreté. Et par contre, on peut, pour assurer la sûreté, arrêter la production d'électricité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire assurer la sûreté des installations nucléaires? Ça veut dire, ça vous connaissez tout cela, assurer les 4 fonctions fondamentales de sûreté, qui sont la maîtrise de la réactivité, donc du combustible, l'évacuation de la puissance résiduelle, qui est due à la radioactivité, qui est un phénomène naturel et exothermique, confinement des substances radiologiques, et puis, bien entendu, c'est un peu la conséquence des 3 autres, c'est de protéger les personnes et l'environnement contre les rayonnements ionisants. Donc ça, on va être obligé d'assurer ces 4 fonctions-là en permanence, y compris face à des aléas extrêmes. Deuxième élément, ça va être de produire de l'électricité, forcément en respectant les contraintes environnementales, et on verra que ces contraintes environnementales, elles sont principalement liées à de la réglementation, où le législateur a imposé certaines contraintes, et puis il y a aussi après la protection des milieux aquatiques. Et puis en respectant également les contraintes qui sont liées au fonctionnement de l'installation et à celles qui sont liées au personnel. Et on va voir que le changement climatique pose des questions également sur la manière dont les gens vont pouvoir travailler dans une centrale nucléaire. Et contre vents et marées, oui, j'ai oublié de mettre, c'est un peu pour avoir, c'est un peu l'idée, c'est que finalement on doit assurer cela contre vents et marées, tout en respectant le fait, comme on a dit, la sûreté passe avant la production, bien entendu. Alors, à la conception, comme je vous le disais, la protection des installations face aux aléas naturels, d'ailleurs qu'ils soient naturels ou d'origine humaine, et qu'ils soient externes à l'installation ou internes, ça a été pris en compte. Par contre, de par le processus des réexamens de sûreté, régulièrement, en permanence, ces dispositions de protection évoluent pour tenir compte de l'évolution des risques. Donc, le changement climatique est quelque chose de nature à faire évoluer ces risques, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir d'autres éléments, par exemple la modification de l'environnement, je sais pas, un nouveau barrage qui se construit ou au contraire qui est démantelé. Bon, c'est assez rare, mais ça pourrait arriver. Eh bien, ce genre d'élément est de nature à venir modifier les risques qui pèsent sur une centrale nucléaire. Donc, le processus de réexamen, il tient compte de ça. Et puis, il tient compte également du retour d'expérience. Donc, typiquement, la tempête en 1999 avec l'événement du Blayais ou, par exemple, la canicule de 2003. Et finalement, à chaque fois qu'on réexamine ces éléments-là et qu'on fait évoluer nos dispositions de protection, eh bien, on le fait en respectant toujours quelques principes de base. Et ces principes, c'est quoi? Priorité de la sûreté par rapport à la production, ce que je disais tout à l'heure, le respect de l'environnement, on retrouve les éléments de l'introduction, et puis, un point important, c'est la garantie de la robustesse de l'installation pour des intensités d'aléas bien supérieures à ceux qui limitent la production d'électricité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu une synthèse des deux points précédents.
on peut accepter de devoir arrêter la production d'électricité parce que il y a une très grosse tempête qui arrive. D'accord? Eh bien, ça, c'est tout à fait acceptable. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est que la sûreté soit mise en cause. Donc, il y a des moments où, et on verra des illustrations dans la suite de la présentation, parce qu'on sait qu'on va avoir une vague de chaleur très importante, ou une tempête très importante, ou un autre phénomène, eh bien, on va baisser la charge de production d'électricité pour pouvoir être sûr que l'ensemble de l'énergie va être dirigé vers se protéger contre les aléas et contre l'événement extrême ou exceptionnel qui est en train d'arriver. Et ça pose pas de problème, c'est prévu comme ça. Donc ces principes-là, il faut les garder en tête parce que finalement, on va les utiliser en permanence et on va les décliner dans la suite des dispositions de protection et de la présentation. Alors, on va tout de suite faire un point sur le changement climatique. Le changement climatique, on en parle parce qu'on le voit au quotidien, et en particulier, on le voit déjà sur ce premier graphique. Donc, ces graphiques-là sont issus du dernier rapport du GIEC qui est paru dernièrement. Donc, ce sont vraiment les données les plus récentes. Donc là, en fait, il y a un premier graphique qui montre, en fonction du temps, avec une échelle comme ça, donc de l'an 0, on va dire, jusque 2020, qui montre un petit peu l'évolution de la température moyenne du globe avec l'incertitude associée. Alors la période qui est un peu grisée, c'est ce qui est vraiment observé, et puis la période avant, c'est ce qui a été reconstruit grâce aux études, au carottage de glace, etc., etc. Donc on voit bien qu'il se passe bien quelque chose, à la rigueur, peu importe la raison, en tout cas, il se passe quelque chose et on a bien une évolution constatée, observée de la température moyenne du globe qui est bien au-delà de tout ce que l'on a pu connaître avant. À partir de là, le GIEC, IPCC en anglais, c'est pour ça que la source c'est l'IPCC, eh bien établit des scénarios en tenant compte, parce qu'ils arrivent à démontrer, et maintenant je sais plus comment ils disent, mais c'est extrêmement probable, enfin en gros c'est certain, le forçage que l'on voit là, il est bien dû à l'activité humaine. Voilà. Et en particulier au CO2, mais pas que, il y a aussi d'autres gaz responsables de l'effet de serre. Donc en fait, après, ils établissent des scénarios pour essayer de prévoir l'évolution possible dans le futur à un horizon 2100. Et nous, ce sont ces données-là qu'on utilise, en particulier quand on veut concevoir un nouveau réacteur. Donc, ils font plusieurs scénarios qui sont basés sur différentes hypothèses d'émissions ici du CO2. Là, il y a d'autres graphiques qu'on voit un peu moins bien, qui sont, il va y avoir le méthane, il va y avoir d'autres éléments. Il y a des éléments aussi des aérosols, qui eux sont plutôt de nature à diminuer un peu la température. Et donc, voilà, ils établissent ces hypothèses-là, et à partir de ça, ils établissent des scénarios de référence. Et avec ces scénarios de référence, il y a des calculs qui sont réalisés et qui disent, eh bien, quand on a des évolutions de gaz à effet de serre avec ces scénarios-là, voilà ce que l'on va observer. Là, ici, j'en ai extrait deux, il y en a plusieurs, mais un sur la température globale du globe, la température moyenne du globe. Donc, on voit bien qu'en fonction des différents scénarios qui sont donnés, ils leur ont donné des petits noms, eh bien, on va avoir une évolution qui va plutôt avoir tendance à horizon 2100 à diminuer. Là, ce sont des scénarios où l'humanité a réussi à gérer ces gaz à effet de serre et a réussi à les faire diminuer. Alors, ça diminue, mais vous voyez, c'est à horizon 2100. Il y a quand même une phase où là, tous les scénarios sont d'accord pour dire que de toute façon, ça va continuer à augmenter au moins jusqu'en 2050. Et puis, vous avez le scénario le plus pessimiste qui, lui, dit, en gros, au-delà de 2050, ça continue à évoluer et voire même ça s'accélère encore un petit peu. Et puis vous avez la même chose, là j'en ai extrait un autre, c'est sur le niveau moyen de la mer. On voit que ça augmente également. On voit que le niveau moyen de la mer, il augmentera de toute façon, au moins jusqu'en 2100, même dans le scénario le plus optimiste. Et dans les scénarios les plus pessimistes, avec en plus une incertitude maximale, on a vraiment des augmentations, vous voyez, au maximum qui peuvent aller jusqu'à 1,5 mètre en moyenne, mais on est plutôt de manière plus raisonnable aux alentours de 1 mètre en moyenne. Il va y avoir des différences en fonction des lieux du globe, parce que il peut y avoir la température joue un rôle également là-dessus. D'accord ? Donc le changement climatique, comme on le voit, obligatoirement, il a un impact
sur le contexte dans lequel on est. Alors, un autre élément pour montrer qu'il y a des disparités en fonction des endroits. Alors, c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer le graphique. Premièrement, le GIEC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découpé le globe en zones. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo de gauche. Vous voyez, il y a des zones comme ça qui ont été délimitées. Certaines, on les voit pas bien, elles sont en plein océan. Et puis d'autres, la plupart, sont à l'intérieur des terres. On voit, nous, on a une plaque européenne qui est ici, et la France, ou en tout cas, on va dire les 2 tiers du nord ne sont pas exactement sur la même zone que l'Espagne et le tiers sud de la France. Et ensuite, en faisant un peu, c'est une autre vision de ce qu'on a vu dans les graphiques précédents, le transparent précédent. Il montre pour différents événements, donc par exemple la température moyenne à la surface du globe, les températures extrêmes, les températures froides extrêmes, le froid extrême, et puis ainsi de suite. Là, c'est tout ce qui va être lié à ce qui va être pluie, inondation ou au contraire sécheresse, etc. Les vents, tout ce qui est lié à la neige et à la glace, et puis d'autres éléments. Il montre un petit peu, eh bien, le nombre de régions, donc les régions qu'on a vues là, qui vont être impactées positivement ou négativement. Alors, quand on dit positivement, c'est-à-dire que ça va plutôt aller dans le bon sens, c'est quand on est ici dans l'axe en dessous. Et quand ces zones vont être impactées et que ça va augmenter le risque, eh bien, au contraire, on est de ce côté-là. La différence de couleur entre les deux, c'est une histoire de probabilité, c'est-à-dire celles qui sont sombres, c'est sûr, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin c'est vraiment très sûr, et puis il y en a certaines pour lesquelles il y a une petite incertitude, et à ce moment-là, ils les mettent comme ça en couleur un peu plus claire. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que il va y avoir globalement une augmentation du risque lié aux différents éléments qu'on voit ici, pour la majorité des endroits, et il va y avoir une diminution des risques. Alors, pour la majorité des endroits, donc là on le voit, c'est ce qui est lié au froid en particulier, donc là on pouvait s'en douter, mais on voit aussi qu'il y a parfois des situations où il y a certaines zones qui vont être impactées de manière différente. Et selon où on va se trouver, l'impact sera plutôt à augmenter le risque ou plutôt à le diminuer. Donc il faut aussi intégrer que ce qui est vrai, par exemple, en France, ou sur la plaque telle qu'on peut la voir là, n'est pas obligatoirement transposable à un autre endroit du globe. D'accord ? On peut avoir des augmentations de température très importantes, par exemple, dans le nord. On sait que l'hémisphère nord, et en particulier au niveau du cercle polaire, l'augmentation des températures va être vraiment très importante, et on commence déjà à le voir, alors que nous, on va être peut-être un petit peu moins impactés. Toute proportion gardée, bien entendu. D'accord, donc il faut garder ça en tête. Les conséquences, pour certaines, il peut y avoir des disparités partout dans le globe. Alors maintenant, en France. En France, il y a déjà des observations qui sont faites et on a déjà constaté des augmentations. Donc typiquement, la hausse des températures moyennes, d'accord. On voit que donc plus 1,7 par rapport à 0,9. Alors c'est pas parce que là on est au-dessus de la moyenne que par la suite on le sera encore. Et puis on a des évolutions des précipitations, et sachant que là on retrouve à l'échelle d'un pays des forts contrastes entre la moitié nord et la moitié sud. La moitié sud a plutôt perdu en cumul, alors que la moitié nord a plutôt gagné. Bon, sachant que donc toutes ces données-là sont issues de Météo France, les tendances sont peu marquées. Certes, il y a des différences, mais elles ne sont pas non plus énormes. Et puis, évolution de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, augmentation du nombre de journées chaudes, donc le nombre de journées au-delà de 25 degrés. Alors, je sais bien que cette année, c'est pas un bon exemple, mais tant mieux. Moi, j'étais plutôt content cette année qu'il fasse pas très beau en été. J'ai pu passer des vacances beaucoup plus au calme et pas me dire que j'allais devoir retourner au travail. Donc, à titre personnel, c'était un bon été. Voilà, mais bon, ça durera pas. Et puis diminution du nombre de jours de gel, et puis voilà, augmentation du nombre d'événements de pluie intense. Les pluies ne seront pas forcément plus intenses, mais par contre, le nombre d'événements de pluie intense augmente déjà, et ça va continuer. Et puis là, bon, on voit, voilà, ce sont des sources issues de Météo France, on voit bien que depuis les années 90, on a plus
d'anomalies positives que d'anomalies négatives comme on pouvait avoir avant. Alors l'évolution probable au niveau de la France, alors là c'est plus au niveau de la plaque Europe, on va dire Europe du Nord et de l'Est. Donc c'est typiquement, alors vous pouvez aller sur le site de l'IPCC et vous regardez, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez, donc le scénario étudié, et avoir un petit peu ces évolutions-là. Là, ce qui est représenté, c'est en fait, c'est de janvier à décembre, en fonction des années, donc nous on se situe, je crois, à peu près ici, l'évolution de la température moyenne pour la plaque sélectionnée. Et puis là, de mémoire, je crois que c'est les chutes de neige que j'ai représentées. On voit qu'au global, elles diminuent également. Donc ce qu'on voit, c'est que d'ici 2050, on va avoir sur notre zone entre 0,6 et 1,3 degrés en plus, d'accord, avec des disparités encore. Bon, je vais vite. Et puis d'ici 2100, on aura, alors là, ça dépend, là, il y a une très forte variabilité en fonction des scénarios, entre 1 à 5,6 degrés. Et là, ça dépend des scénarios qu'on a vus, selon si c'est le scénario plutôt favorable ou plutôt défavorable. On retrouve bien ce qu'on a vu sur les graphiques tout à l'heure, que jusqu'en 2050, tous les scénarios sont à peu près très proches les uns des autres, et c'est à partir de 2050 où vraiment ils s'écartent les uns des autres. Voilà. Et puis augmentation du nombre d'épisodes pluvieux intenses, je l'avais dit. Pour vous donner un truc concret, hein, l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur, typiquement, ça veut dire qu'en 2100, ou aux alentours d'ici 2100, en gros l'été 2003, c'est un été normal. Voilà, c'est un été normal. Donc, bien entendu, on n'aura pas les mêmes conséquences parce que les choses maintenant sont connues et prévues, et que ce soit au niveau des hôpitaux ou autres, il y a toute une organisation. Côté également des arrêts de tranche, les arrêts de tranche, on tient compte maintenant du retour d'expérience de 2003, on les décale un petit peu. Mais il faut bien comprendre que ce que vous avez ressenti en 2003, au rythme où on va, en 2100, eh ben, ce sera l'été normal et ce sera pas juste un été particulier où on a vraiment eu particulièrement chaud. Donc, forcément, ça illustre bien le fait que, par exemple, si on se met dans une installation nucléaire où on a des activités de maintenance, en 2003, il y a forcément eu des moments où on ne pouvait pas travailler parce qu'il faisait trop chaud. Donc, on comprend bien que le changement climatique, certes, il y a les événements extrêmes, mais il y a également tout un tas d'autres éléments à prendre en compte, comme la pénibilité du travail, le fait qu'il va falloir s'organiser, peut-être modifier les horaires de travail, etc., etc. Et puis, on verra d'autres exemples par la suite. Voilà. Et puis, la diminution du nombre d'événements intenses de froid. Alors, on peut se dire, ah bah super. Bon, par contre, pour ceux qui aiment le ski, forcément, il va y avoir un peu moins de neige aussi. Voilà. Alors maintenant, face au changement climatique, hein, cette sorte de logo représente un peu le changement climatique, et bien finalement, il y a deux voies à prendre. Et c'est pas l'une ou l'autre. On est obligé de faire les deux. Il y en a une, c'est limiter le changement, de tout faire pour limiter le changement. Et le deuxième, parce qu'on a bien vu que même en limitant, c'était le scénario le plus favorable, on voit que jusqu'en 2050, ça continue à augmenter, et c'est à partir de 2050 où ça commence à se calmer un peu, où ça redescend un peu. Donc on doit tout faire pour limiter le changement, mais ça ne suffit pas. Il faut également s'y adapter. Alors, même si c'est pas le sujet de la conférence, limiter le changement, ça veut dire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a quand même un point important qu'il faut noter, c'est que si on se place uniquement sur le secteur de la production d'énergie, eh ben en fait, ça veut bien dire qu'on doit privilégier tous les modes de production d'énergie qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre. Et typiquement, le nucléaire en est une. Voilà. Alors, bien sûr, vous le savez, mais c'est vrai que c'est un point important et il faut vraiment le dire parce que ça montre vraiment, il y a eu des périodes, que ce soit dans le moral des personnes ou dans la confiance qu'on pouvait avoir, il faut bien voir qu'on est dans une période qui est vraiment pleine d'opportunités pour l'énergie nucléaire, parce que c'est pilotable, on peut la démarrer, l'arrêter à peu près quand on veut, il y a quelques contraintes bien entendu, vous le savez, mais en tout cas c'est quelque chose qui émet peu de CO2 et donc qui a vraiment toute sa place et tout son rôle à jouer sur l'échelle de temps, et vous voyez au moins jusqu'en 2100 et au-delà. Voilà.
Et on le voit bien, le nombre de projets en cours, que ce soit en France ou ailleurs, eh bien, on voit bien qu'il se passe des choses, et les informations qu'on a eues précédemment, par exemple sur la Chine, montrent bien que les Chinois, ils ont bien compris ça également. Donc voilà, alors bien sûr, c'est en complément des autres modes d'énergie peu émetteurs de CO2. Le nucléaire ne suffira pas à produire toute l'énergie, toute l'électricité nécessaire. Ça étant dit, maintenant on va passer à l'adaptation. Et finalement, l'adaptation, elle va se tourner autour de deux éléments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements extrêmes, et qui vont plutôt être en lien avec la sûreté des installations, puisque quand on a vraiment un gros problème, c'est-à-dire un gros aléa de forte intensité, on va privilégier la sûreté au détriment de la production. Et puis, on l'a vu également dans le contexte, eh bien, il va y avoir une adaptation également aux évolutions progressives du climat. Et là, on va plutôt toucher à ce qui touche à la production d'électricité. Donc maintenant, on va détailler ça. Donc on va regarder la résilience aux événements extrêmes. Alors, l'avantage de la résilience aux événements extrêmes, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a intégré dès la conception, et puis après, comme je l'ai dit en introduction, on n'a fait qu'améliorer le système. Donc en gros, il y a une méthode, il y a un principe général, et qui est décrite ici, et qu'on va détailler un petit peu plus dans la suite. Premièrement, comme on touche plutôt à la sûreté, on va définir des objectifs et des principes de sûreté. Donc on va se dire, voilà, notre objectif, c'est ça. Voilà, c'est d'assurer la sûreté. Donc on a vu les fonctions fondamentales tout à l'heure, contre des aléas de telle nature et de telle intensité. Ensuite, on va identifier les risques. On va définir les niveaux d'aléas correspondants pour atteindre l'objectif. Et puis ensuite, on va dire, maintenant, si on veut assurer la sûreté, ça veut dire que les matériels qui sont importants pour la sûreté, il va falloir qu'on les protège contre les aléas qu'on a identifiés à l'étape 2 et pour les niveaux qu'on a identifiés à l'étape 3. Et donc, on verra que pour réussir à faire ça, en fait, on a deux méthodes. On a une méthode déterministe, c'est-à-dire qu'on va définir des règles, des exigences qu'ils doivent respecter. Typiquement, c'est ce qu'on utilise à la conception. Quand l'installation n'existe pas encore, on dit voilà les règles qu'il faut respecter, il faut protéger tel et tel matériel jusqu'à telle température, et puis au-delà de cette température, on peut accepter d'en perdre un ou deux, mais ceux-là, il ne faut pas les perdre. Et puis, une fois que l'installation elle est déjà bien conçue, donc que les gens ont dit pour réussir à respecter cette exigence, on va mettre des climatiseurs, on va en mettre 2, 4, 5, 10, on va les alimenter de telle manière, on va les acheter chez tel fournisseur. Une fois qu'on a ces idées-là, on peut passer sur l'autre volet, qui est le volet probabiliste, où là, on va regarder, on va dire, ce matériel-là, on connaît son taux de fiabilité, on va simuler le comportement global, et on va vérifier que les règles qui avaient été définies là, eh bien, on a bien atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, vous voyez, on a une démarche a priori et une démarche a posteriori. Et puis après, une fois qu'on a ces deux éléments-là, on peut définir on a défini les moyens de protection et de suivi, et puis on va suivre le processus de réexamen de sûreté, et puis le suivi en permanence du retour d'expérience, et puis on va reboucler, à l'infini, enfin pendant le temps que on est sur la durée de vie de la centrale. D'accord ? Donc maintenant, on va détailler un petit peu ces différentes étapes de manière rapide. Alors, pour définir les objectifs et les principes de sûreté, premièrement, on n'est pas tout seul. Il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a également les autorités de sûreté qui se sont regroupées, typiquement pour nous c'est l'association WENRA, et donc ces différentes instances donnent déjà des objectifs à respecter, et puis ça dépend effectivement de la génération de réacteurs que l'on a. Et puis, il va y avoir aussi des contraintes nationales. Pour nous, c'est l'arrêté INB. Il va y avoir également des prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire, etc., etc. Donc, il y a un ensemble législatif qui va déjà donner une bonne base. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a ? On crée un domaine de référence dans lequel on va viser une absence de fusion du combustible et de limitation des rejets, et puis un domaine au-delà, c'est-à-dire que même si on dépasse ce truc-là, on va effectivement se débrouiller pour maîtriser les rejets et donc éviter d'avoir des mesures long terme, d'avoir à mettre en œuvre des mesures long terme de protection des populations.
Donc finalement, quand on a un peu ce découpage, on se rend compte que ça va concerner le domaine de référence, les événements uniques et les agressions qui sont plausibles. Alors on verra que plausible, c'est déjà avec une probabilité assez faible. Mais bon, voilà, c'est plausible. Et par contre, quand dans le domaine au-delà, vous voyez que l'objectif n'est pas tout à fait le même, eh bien, c'est-à-dire que ici on accepte la fusion, on peut accepter la fusion du cœur, mais par contre, il n'y a pas on ne doit pas mettre en place de contre-mesure. Donc là, ça va concerner des événements plus complexes ou encore plus sévères que ceux qu'on aura ici. Quand on dit complexe, ça veut dire vraiment avec la concomitance de plusieurs événements indépendants entre eux qui arrivent en même temps. D'accord ? Bon, puis après, voilà, il y a sur le volet déterministe et probabiliste. Je ne m'étends pas parce qu'on y reviendra par la suite. Alors deuxièmement, on va identifier les risques. Alors là également, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'AIEA, il y a toujours l'association ONRA, donc les régulateurs européens, il y a l'État français, et puis il y a nous également. Et donc, il y a toute une liste qui est édictée, une liste mondiale de tous les aléas contre lesquels, qui peuvent survenir. Alors, forcément, dedans, il y a la canicule, il y a la sécheresse, mais il y a des choses, donc ça on connaît, mais par contre, il y a des choses qu'on connaît un peu moins, comme par exemple Animal Infestation, donc en gros, l'invasion de criquets, typiquement. Nous, c'est vrai qu'en France, c'est pas, il y a pas trop cette probabilité. Par contre, il y a d'autres endroits où il faut en tenir compte. Voilà. On va le voir aussi par la suite, il y a d'autres événements qu'on prend en compte, mais qui sont très peu probables chez nous, suffisamment pour que on dise ok, ceux-là on a regardé, ils sont tellement peu probables qu'on ne les considère pas. On va avoir des exemples après. Donc on part de cette liste-là, et en fait la deuxième étape, c'est que on va enlever toutes celles qui soit ne peuvent pas survenir sur notre territoire, ou à l'endroit où on va installer une centrale, puisque on peut aussi être amené à construire des centrales à l'étranger. Donc celles qui physiquement ne peuvent pas, et puis celles qui ont une probabilité tellement faible de survenir à l'endroit considéré qu'on ne va pas les considérer. Donc là, j'ai pris quelques exemples, typiquement, canicule, sécheresse, etc. Eh bien, nous, quand on est en France, par exemple, quand on installe une centrale, mettons à Tricastin, l'avalanche, c'est pas possible. Voilà, il peut pas y avoir d'avalanche à Tricastin, c'est physique, voilà. Pardon ? Ah bon. Ouais. Alors après aussi, il y a l'éruption volcanique. Donc là, l'éruption volcanique, c'est un petit peu différent. Il y a eu des éruptions volcaniques sur le territoire français, mais c'était il y a très 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 longtemps à l'échelle géologique. Et donc, l'état des volcans, qui est connu, montre que la probabilité d'éruption volcanique, elle est tellement faible, en plus on est suffisamment loin des volcans, pour qu'on n'ait pas à s'en protéger. On n'est pas à la considérer. Donc là, vous voyez qu'on élimine également cet élément-là, mais on l'élimine sur une base où il y a quand même eu une étude qui a été faite pour dire, quelles sont les données dont on dispose, quels sont les avis, et effectivement, de manière pragmatique, la probabilité est tellement faible qu'on ne la considère pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé contre une éruption volcanique. Parce que, par exemple, une éruption volcanique, alors c'est sûr que déjà, il n'y a pas de volcan juste à côté de la centrale, par contre, il peut y avoir des émissions, on le voit en ce moment là en Espagne, il peut y avoir des fumées et des cendres. En fait, les fumées et les cendres, une centrale est quand même protégée contre l'incendie. Donc, les fumées et les cendres sont quelque chose qu'on a regardé. C'est juste que là, on ne va pas l'avoir regardé au titre de l'éruption volcanique. Donc, c'est pas parce qu'on l'a éliminé là qu'on n'en est pas protégé, c'est juste qu'il y a bien des dispositifs de protection qui pourraient servir si vraiment il y avait quelque chose, mais qui ont été conçus au titre d'une autre agression. D'accord ? Donc, c'est toujours un peu compliqué, c'est pour ça que des fois, il y a par exemple, des fois la tornade nous permet de justifier que ça va protéger aussi contre certains vents. Parce que si on est protégé contre une tornade, selon son intensité, des vents forts auront un impact plus faible qu'une tornade. Voilà. Et puis troisièmement, on va identifier les effets potentiels des agressions que l'on a sélectionnées. Donc il y a les effets directs. Typiquement, pour un grand froid, c'est la température basse de l'air et la température basse de l'eau. Donc ça va conduire effectivement, par exemple, à avoir des canalisations qui vont geler. Voilà, donc ça, on regarde ce que ça peut donner. Le grand chaud, c'est l'inverse. Et puis une tornade, par exemple, des vents forts, une variation de pression ou une faible pression d'air. Donc on identifie vraiment s'il y a un aléa comme ça qui se produit, comment on va l'observer, quel va être l'effet ou les effets sur les installations.
Et puis il y a les effets indirects, donc typiquement le fait qu'une température basse d'air va solidifier, va potentiellement amener à solidifier des liquides dans des tuyaux. Il peut y avoir, bon, selon les tuyaux, des choses particulières. Sur une température basse d'eau, ça peut amener à un couvert de glace ou à une agression qu'on appelle le frasile. En gros, le frasile, c'est des petites gouttelettes de glace dans l'eau. Pour vous donner un ordre d'idée de quelque chose que vous avez, je pense, toutes et tous déjà testé, quand il fait chaud, des fois, il y a des granités, vous savez, des espèces de mélanges, là, c'est pas de la glace, c'est pas de l'eau, on le prend, c'est très frais, on achète ça dans un magasin au coin, et ben voilà, granité, c'est un peu un frasile un peu élevé, voilà, avec beaucoup de frasile. Bon, et puis des vents forts qui peuvent générer des projectiles, puisque le vent va emmener des projectiles, et donc ça c'est un effet indirect, et donc on va regarder également ça. Donc là maintenant on sait quels sont les aléas qu'on va considérer, on sait quels sont les effets de ces aléas sur les installations, et donc maintenant c'est bon, on va pouvoir commencer à bien travailler et à concevoir un petit peu les protections, les dispositions de protection contre ces aléas. Donc, comment on fait? On va définir les niveaux d'aléas à retenir. Alors, l'objectif que l'on a, c'est en fait d'assurer la robustesse des installations. Alors, dans le premier domaine, le domaine de référence, celui qui n'est pas négociable, on va dire, eh bien, on va assurer la robustesse des installations pour des aléas de probabilité de l'ordre de 10-4, c'est-à-dire événements par an. Donc, ça veut dire un temps de retour décamillénal. Donc, typiquement, si on compare aux autres industries, les autres industries, on est plutôt dans du centenal, entre centenal, millénal. Nous, l'objectif, c'est plutôt le décamillénal. Donc, vous voyez que déjà, on part sur une base qui est extrêmement élevée. Et ça, c'est le décamillénal, c'est le point de départ. Donc, c'est le domaine de référence. Ensuite, il y a le domaine au-delà, donc ça veut dire qu'on sait que même pour une probabilité encore plus faible, eh bien, il n'y aura pas forcément de nécessité de mettre en place des contre-mesures à long terme. Donc on va au-delà de ce décamillénal. Et pour le volet probabiliste, on va faire tendre le risque de fusion du cœur, toutes causes confondues, alors bon là c'est un petit peu technique, mais en gros vers 10-5 par année réacteur. C'est-à-dire qu'on a 10-5, on a une probabilité de 10-5 sur une installation réelle d'avoir la fusion du cœur. Et ça, comme on est dans le volet probabiliste, ça veut dire qu'on a regardé l'installation telle qu'elle a été construite, pour de vrai. On tient compte du niveau de fiabilité des matériels, c'est-à-dire qu'une pompe, quand on appuie sur le bouton, théoriquement, elle démarre, mais il y a des cas où elle démarre pas. Eh bien, ça, c'est pris en compte. Alors que, dans la partie déterministe, quand on dit « il faudra installer une pompe à cet endroit-là », on considère qu'elle démarrera. D'accord? Donc, vous voyez, ça permet vraiment d'avoir les deux aspects, définir des règles de conception et de vérifier derrière que ces règles de conception permettent bien d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, la question est, ensuite, comment on fait pour estimer un aléa, une probabilité de 10-4, c'est-à-dire pour définir l'intensité d'un aléa avec un temps de retour décamillénal. Sachant que, par exemple, pour une température, alors on a vu précédemment qu'il y avait que la température moyenne du globe, on pouvait la reconstruire, mais à un endroit particulier, la température, il y a 200, 300 ou 400 ans, ici à Lyon, c'est pas évident. Alors, pour pouvoir réussir à faire ça, déjà, c'est pas toujours évident selon l'aléa considéré. Par exemple, on parlait tout à l'heure des inondations, il y a un cas qui est assez connu, qui est que sur la Loire, il y a eu, alors au Moyen-Âge, j'ai plus la période exacte, il y avait en fait toute une famille de nobles qui, pendant plusieurs générations, demandaient à leur serfs de mesurer la hauteur d'eau à un endroit particulier. Donc, par exemple, là-dessus, on est capable de remonter jusqu'à cette période-là avec la hauteur d'eau à cet endroit-là. Donc ça, ce sont des renseignements qui peuvent être intéressants. Plus proche de nous, on a Météo France, qui a quand même des chroniques qui mesurent la température, les pluies et les autres paramètres. Donc on utilise également ces données-là. Et à ce moment-là, on utilise des lois statistiques pour déterminer des probabilités ou pour déterminer une intensité, donc une température associée à une probabilité.
Dans d'autres cas, par exemple sur les vents, c'est un petit peu plus compliqué à faire parce que les relevés sont plus difficiles à obtenir. Eh bien, il y a des codes, des codes énormes, voilà, donc les eurocodes par exemple, qui donnent des références et qui disent, ben voilà, une probabilité de 50 ans, ça donne tel niveau de vent à tel endroit. Et puis après, bah, pour passer à 10 000 ans, on va prendre des marges en essayant de récupérer les éléments de la communauté scientifique. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a toujours une discussion, puisque pour que on valide un niveau d'aléa, eh bien, entre l'exploitant ou le futur exploitant, donc en France EDF, et puis l'autorité de sûreté nucléaire, bah forcément, et donc avec l'IRSN dedans, il y a forcément une discussion, chacun a ses experts, chacun dit, bah moi je pense que c'est telle, pour une probabilité 10-4, c'est telle valeur, l'autre dit, bah moi je pense que c'est plutôt telle valeur, et puis la SN tranche entre les deux. Et ça permet quand même d'avoir effectivement quelque chose qui est stable, sur lequel il y a eu un vrai débat, un débat technique, où chacun est allé au bout des connaissances, et donc de pouvoir prendre une décision qui est éclairée. Voilà. Il peut y avoir après des aléas pour lesquels l'évaluation d'une intensité liée à une probabilité n'est pas possible. Par exemple, la foudre, bah, ça on n'y arrive pas. Si on prend d'autres aléas, par exemple des aléas de nature humaine, par exemple une explosion, si vous prenez Gravelines par exemple, il y a effectivement des installations autour de Gravelines, bon bah donner une intensité avec une probabilité, c'est pas faisable, d'accord, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, eh ben on va, pour définir l'intensité de référence, on va avoir plusieurs types d'approches possibles. La première, c'est celle qu'on utilise par exemple dans la foudre. On dit bon bah physiquement, sur Terre, quelle est l'intensité de foudre la plus élevée qu'on peut avoir d'un point de vue physique. C'est tant, eh ben on va prendre cette valeur-là. Et puis pour d'autres, ben on peut pas faire cette approche-là parce qu'il n'y a pas de maximum ou parce qu'on ne sait pas. Et à ce moment-là, ben on va travailler avec la communauté scientifique pour essayer de définir quelle est l'intensité de l'aléa qu'on va devoir prendre en compte, et on va obtenir un consensus autour de ça. Et malgré ce consensus, on prendra des petites marges en plus, parce qu'il y a toujours des incertitudes, et on peut se tromper. Donc, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas une méthode à utiliser pour définir des aléas, il y en a plusieurs, et ça dépend de chaque aléa, des aléas qu'on va regarder. Mais en tout cas, l'objectif est toujours le même, c'est d'atteindre, voilà, de pouvoir assurer la robustesse des installations pour une probabilité au moins à 10-4, en tout cas dans le domaine de référence, et au-delà dans le domaine de conception qu'on appelle étendu. Alors maintenant, on a les risques, on a les niveaux, et ben, on va définir les matériels qu'on va devoir protéger à ces aléas et pour ces niveaux d'aléas considérés. Donc là, bon bah, on va regarder les fonctions de sûreté, et puis bah, tous les matériels qui contribuent à cette fonction de sûreté, allez hop, ils y ont droit, c'est eux qu'on va devoir protéger, c'est ce qu'on va appeler les cibles de sûreté. Et puis sur le volet probabiliste, on va avoir, donc là, n'oubliez pas, donc là, dans le cas précédent, on était, pour schématiser, hein, je caricature volontairement, l'installation, elle n'existe pas encore, on va dire. C'est-à-dire qu'on définit des règles en disant, les règles de conception, ça va être ça. Donc ensuite, les personnes qui conçoivent les systèmes bah, font leur travail, ils conçoivent les systèmes, il y a les plans, il y a tout le fonctionnement qui est là au moins sur le papier, et bien à ce moment-là, on peut passer sur le volet probabiliste, et on peut tenir compte des taux de fiabilité des matériels, du fait que l'humain n'est pas parfait et que même s'il devait démarrer un matériel, ben peut-être il ne va pas y arriver, pour X raisons. Et donc, on va passer sur ces calculs, et donc on va regarder quelle est la liste des matériels qui sont potentiellement impactés par l'agression en fonction de son intensité, et puis quelles sont les causes qui pourraient potentiellement poser un problème sur ces matériels. Qu'est-ce qui pourrait venir endommager le matériel? Et donc, par des calculs, il va y avoir une analyse de la réponse de l'installation et forcément une quantification du risque tel que construit, c'est-à-dire avec l'installation telle qu'elle existe. D'accord ? Alors bien entendu, là je décris quelque chose où on a l'impression que ces deux mondes, il y en a un au tout début puis un qui est à la fin, donc du coup ils se parlent pas. Bien entendu, dans la pratique, ça travaille plutôt par cycle, et on fait tout ce qu'on peut pour que les déterministes discutent avec les probabilistes et réciproquement, et pour que quand l'un avance, eh bien ils tiennent au courant l'autre et réciproquement.
voilà, pour avoir une cohérence d'ensemble. Dernier point, eh ben c'est maintenant, c'est bon, voilà, on sait ce qu'on doit faire, on sait quels sont les matériels. Et donc, pour définir les moyens de protection et de suivi en exploitation, on va toujours réfléchir avec les barrières de sécurité. Alors, certains appellent ça les barrières de sécurité. Dans le nucléaire, on parle plutôt de la défense en profondeur. Mais en fait, la particularité, c'est que la défense en profondeur, on a plus de niveaux, alors que là, on est sur la gestion des risques de manière globale. Donc là, on est sur 3 barrières, prévention, détection, mitigation. C'est-à-dire, alors, mitigation ou limitation des conséquences, hein, pour avoir le vocabulaire qu'on peut retrouver dans d'autres industries. Donc, on va tout faire pour prévenir. Donc, on va mettre en place des matériels pour prévenir tout incident ou tout accident. On va mettre en place des moyens de mesure indépendants des précédents matériels pour détecter s'il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas normal, qu'on est en train de sortir du mode de fonctionnement normal. Par exemple, un matériel subit des températures un peu trop élevées, donc il faut faire attention, ou il faut démarrer d'autres éléments. Et puis, si jamais ça ne permet pas de revenir dans le mode de fonctionnement normal, il y a d'autres matériels indépendants également, qui vont servir à limiter les conséquences. Et ça, cette logique, on la respecte aussi bien à la conception des installations qu'en exploitation. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Donc, quelques exemples. Par exemple, quand on conçoit les systèmes, les moyens de prévention, eh bien, on va concevoir des moyens de protection pour les niveaux d'aléas retenus. On va le voir juste après, il y aura un exemple sur l'inondation. Typiquement, on va se servir du terrain, de la hauteur du terrain, et puis éventuellement, on va même remblayer et installer la centrale à un niveau encore plus élevé par rapport au niveau d'aléas, au niveau de la mer, avec un niveau de l'ordre de 10-4, une probabilité associée. Et puis, par exemple, sur la détection, eh bien, on va surveiller les événements climatiques. Donc ça, pareil, on va le revoir. On a un dispositif qu'on appelle une veille climatique, où en fait, on surveille en permanence, ou dans les périodes à risque, s'il se passe un événement particulier. Typiquement, en 2019, il y a eu des alertes comme quoi les températures allaient augmenter. Eh bien, on s'est mis en état de veille. On a récupéré au jour le jour les températures pour dire « Ah, attention, là, on dépasse un certain seuil. Il n'y a pas de risque, mais il faut quand même être vigilant à ce niveau-là. » Pareil sur les inondations, il y a, alors là c'est plutôt sur en exploitation, il y a des mesures locales des paramètres environnementaux, comme les niveaux d'eau par exemple, et on sait que quand le niveau d'eau passe, ou le débit, on raisonne plutôt en débit, il passe un premier seuil, et bien à ce moment-là, au niveau de la centrale, il y a des premières réunions pour vérifier que certains matériels sont bien en état de fonctionnement, qu'il n'y a pas de problème, que certains bâtards d'eau, par exemple, sont fonctionnels. Donc, il va y avoir toute une série de visites pour vérifier que l'installation est prête à répondre à une augmentation du niveau d'eau. Et puis, plus le niveau d'eau va augmenter, plus on va mettre en place certaines mesures, quitte à arrêter la production d'électricité parce que on ne peut pas mettre en place toutes les mesures de protection en même temps qu'on produit l'électricité. Voilà. Et donc, on va avoir une réponse graduée et comme on a des prévisions, on va pouvoir prévoir les choses. Voilà. Et donc après, voilà, il y a d'autres dispositifs de mitigation. Donc là, par exemple, au niveau de la conception, une fois qu'on a le retour d'expérience, c'est-à-dire que quand il s'est passé un événement climatique, même un peu élevé, mais sans être extrême, on décroche le téléphone. Bien entendu, je caricature un peu, mais enfin, on envoie un mail. En tout cas, on décroche le téléphone auprès des personnes de la centrale en disant qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez relevé des choses particulières. Et puis, en fonction des retours, on le collecte et on voit s'il faut faire d'autres modifs. D'accord? Donc voilà le principe. Donc on retrouve bien les principes qu'on connaît dans le nucléaire, hein, le principe des barrières, la sûreté à la conception, la sûreté en exploitation. Tout ça, c'est tout le monde discute. En tout cas, on se débrouille pour que ça discute du mieux possible, pour que, au global, on ait une installation sûre. Alors un exemple concret. C'est en fait ce qu'on met en œuvre par rapport à l'inondation. Tout à l'heure, on en parlait, l'inondation. C'est vrai que l'inondation, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qu'on arrive à toucher du doigt et auquel on a forcément été confronté à un moment ou à un autre.
Donc au niveau de la prévention, par exemple, là, le niveau, alors là, bon, c'est un bord de mer, mais ça peut être une rivière, c'est pas grave. Là, en fait, on schématise le niveau qui a été calculé, donc celui avec une probabilité de 10-4, et puis on s'est débrouillé pour concevoir l'installation. Ça, c'était le terrain initial. Et ben, on a rajouté du remblai et on a mis l'installation dessus. Donc normalement, à la base, on est protégé contre un événement avec cette probabilité-là, compte tenu des données disponibles au moment de la conception. Alors bon, voilà, il y a une photo pour montrer qu'effectivement, vous voyez bien, sur cette centrale-là, on est quand même surélevé. Ensuite, au niveau de la détection, donc on est bien sur des systèmes indépendants, il y a des systèmes de détection, aussi bien au niveau du site. Vous voyez, là, alors, quand on dit au niveau du site, c'est proche du site, il peut y avoir des marées graves, des bouées, etc. Ils ont des contrats avec le CHOM, par exemple, pour ce qui est des centrales en bord de mer. Et puis, bord de rivière, eh bien, on est au courant s'il va y avoir un lâcher d'eau dans un barrage ou autre. Donc, il y a des mesures sur site qui leur permettent de voir est-ce qu'il faut déclencher quelque chose, mais il y a également tout un système d'alerte, en général, alors là, ce sont des photos qui ont été prises à Grenoble, qui sont à la DTG, et il y a un bulletin de prévision météorologique qui est envoyé aux centrales tous les jours, à minima, et puis même plus si jamais il y a besoin, parce qu'on est dans un événement particulier, et qui leur permet de dire, attention, dans 3 jours ou dans 4 jours, le risque d'avoir une canicule, il est élevé, donc voilà, commencez à vous organiser au cas où vous ayez à faire face à ça. Et puis, quand bien même on arrive à des dispositifs comme ça, c'est-à-dire à des intensités importantes, alors le graphique qui est en tout petit que vous voyez pas, c'est justement, là c'est un suivi de débit de rivières, et on voit les différentes zones qui correspondent à des zones d'alerte. Donc on est au début, quand le débit il est à son truc normal, on est en zone normale, tout le monde va qu'à ses occupations habituelles. On produit de l'électricité, et puis quand il commence à augmenter, là on passe dans une zone, alors entre un vert foncé et orange, où là il va y avoir les visites dont je vous parlais, vérifier que les systèmes de protection, par exemple typiquement des digues mobiles, où là c'est un exemple, c'est au niveau d'une porte d'accès à un bâtiment, on voit que il y a un bâtard d'eau, en fait, c'est pas un bâtard d'eau, c'est une protection, mais cette protection, elle n'est pas fixe en permanence, parce que sinon elle gêne pour le passage. Donc celle-là, il faut l'installer. On va l'installer parce que on est rentré dans la période où on dit on commence à installer ces protections-là qui sont pas à poste en permanence. Et puis, au fur et à mesure où on avance, si on passe dans la zone rouge, là, on arrête la production. Et puis, ce qui permet de pouvoir gérer plus facilement un événement extrême. Voilà. Et puis donc, il y a des modifications. Alors, les photos sont petites, mais il peut y avoir des digues qui ont été installées, une révision des digues. Il peut y avoir des systèmes, la route qui monte pour qu'elle soit hors d'eau et qu'elle permette à ce que les gens puissent entrer et sortir de la centrale pour faire le renouvellement des équipes de car ou autres. Voilà. Et puis, à chaque fois que le système de détection relève quelque chose, eh bien, ça vient alimenter la boucle de retour d'expérience, le réexamen de sûreté, et puis, voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la centrale? Oui, non. Et voilà, si vous nous dites s'il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et on analyse si fragilités il y a, on les analyse et on les corrige. D'accord. Alors, par exemple, il y a des cas, des fois, en 2019, par exemple, on a eu des températures assez élevées qui ont dépassé certains seuils qu'on s'était fixés, et où, quand on a appelé la centrale, on dit, voilà, nous, on a relevé sur la station météorologique, il a fait vraiment très chaud, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les gens disent, rien. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les installations, elles ont été conçues, et c'est un peu ce qu'on peut représenter là. Vous voyez, là, c'était le niveau de conception contre lequel on protège, et vous voyez en fait que le niveau là, il est encore supérieur. Pourquoi? Parce que même quand on dit qu'il faut protéger à tel niveau, on a une conception prudente des installations, et donc on prend des marges de conception. Et donc, vous pouvez très bien arriver avec un niveau où les gens qui ont conçu l'installation disent normalement, là, on devrait voir quelque chose. Et puis, en fait, les gens sur site disent non, nous, dans les locaux, on voit rien. Les systèmes de refroidissement, par exemple, sont bien en fonctionnement, mais il n'y a aucun problème. La température est bonne et voire même, on est bien au frais dans cette partie-là de l'installation.
D'accord. Donc ça montre bien que la conception prudente, avec des niveaux élevés d'aléas et des marges, eh bien, ça permet de pouvoir faire face à des aléas encore plus importants que ce qui est prévu sur le papier. Alors maintenant, la résilience aux évolutions lentes. Donc là, on quitte un petit peu le domaine de la sûreté. Bon, on le quitte jamais complètement, bien entendu, mais on va s'intéresser un peu plus aux impacts sur la production d'électricité. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que la production d'électricité, elle peut être limitée pour des raisons techniques, des arrêts de tranche, un problème à un endroit ou à un autre, ou alors pour respecter la réglementation pour l'environnement. En réalité, on va le voir dans le transparent suivant, à chaque fois qu'on entend parler, en tout cas en France, qu'une centrale s'est arrêtée, par exemple, cet été, oui, c'était cet été, on a entendu beaucoup parler de Chaux qui a dû s'arrêter, eh bien, c'était pour respecter des contraintes de ce type. C'était pas pour un problème de sûreté, c'est juste parce que il y a des contraintes réglementaires. Là, en l'occurrence, bon, c'est pour l'environnement, mais c'est surtout pour les pays qui sont en aval du fleuve. On doit garantir un débit minimum, et donc le débit avait atteint ce niveau-là. Donc, on a arrêté d'évaporer de l'eau, puisque à Chaux, ce sont des tours aéroréfrigérantes qui évaporent une partie de l'eau. On avait atteint le minimum autorisé, donc la centrale s'est repliée en attendant que le débit remonte. Donc pendant ce temps-là, il n'y avait aucun problème, mais bon, c'est une contrainte supplémentaire. Donc, si on regarde d'abord les contraintes techniques, en fait, il faut faire une analyse des flux entrants et sortants d'une centrale de production d'électricité, d'une centrale nucléaire de production d'électricité. En flux sortant, bon, c'est facile, il y a de l'électricité, il y a des rejets d'eau et des flux en liquide, des effluents gazeux, des déchets, donc les combustibles usés, et puis des informations, bon là, on quitte un peu le domaine, enfin, a priori, on peut quitter le domaine du réchauffement climatique, on va voir que pas totalement. Mais en tout cas, il y a des informations qui sortent de la centrale, à destination des services centraux ou autres. Et puis, en entrée, on a besoin de combustible, on a besoin d'eau. Alors là, en particulier, c'est l'eau pour le refroidissement, et puis du fuel pour alimenter les diesels qui peuvent être utilisés, par exemple, de l'outillage, des produits chimiques, etc. Et puis des gens, voilà, les personnels, les employés, les prestataires, les gendarmes et autres, qui permettent d'assurer la sécurité sur le site. Donc on voit qu'en réalité, tous ces éléments ne sont pas de nature à pouvoir arrêter la centrale, la production en particulier, mais en tout cas, si jamais le réchauffement climatique a un impact sur ces éléments-là, il faut y regarder, il faut l'anticiper pour pouvoir le prévoir. Et pour du coup savoir comment on se réorganise pour faire les choses. Alors il y a un exemple très concret qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. On sait maintenant que si on ferme les écoles, eh bien l'activité économique, que ce soit sur les centrales nucléaires ou que ce soit partout ailleurs, eh ben, voilà, elle met un genou à terre et il faut qu'elle se réorganise. Et sur les CNPE, eh ben, on a eu les mêmes contraintes et il a fallu réorganiser un peu le mode de travail habituel. Alors que, bon, certes, il y avait des raisons associées à ça, il y avait le risque du virus, bien entendu, mais ça a juste été, c'est vraiment la fermeture des écoles qui a vraiment été l'élément déclenchant qui font que les gens ne peuvent plus, ou enfin n'ont plus la possibilité, ou en tout cas ça devient beaucoup plus compliqué pour aller au travail, et donc y compris dans un CNPE. Et donc il y a des activités de maintenance qui ont dû être décalées parce qu'elles ne pouvaient plus être réalisables. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vrai que si j'avais fait cette conférence il y a 2 ans, on aurait dit, bon, on regarde, c'est important, mais bon, j'aurais peut-être pas eu exactement le même discours. Là, on voit bien que des fois, sur un point, et où il y a vraiment une convergence d'éléments sur, par exemple, les écoles, eh bien, ça se prévoit, parce que sinon, on peut être pris au dépourvu. Donc, les contraintes techniques, voilà, on analyse les flux, et puis les impacts long terme du changement climatique peuvent perturber ces flux. Alors, on verra d'autres exemples tout à l'heure, mais par exemple sur le combustible, eh bien, à la base, le minerai, il vient Canada ou Australie principalement. Eh bien, il suffit que pour des raisons liées au changement climatique, il y ait des problèmes dans certains ports ou dans certains lieux d'extraction. Et alors on a des réserves, mais voilà, ces réserves, elles peuvent s'amenuiser et on peut être mis en difficulté éventuellement. Donc en fait, le changement climatique nous impose d'avoir une analyse systémique des flux entrants, des flux sortants, et de regarder tous ces flux entrants, est-ce qu'ils sont de nature à stopper la production d'électricité ou non?
et donc de mettre en place des contre-mesures pour gérer ce risque-là correctement. Bon, un autre point, la pénibilité du travail, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. S'il fait 45 degrés dehors, aller travailler dans une salle des machines, par exemple à Tricastin ou ou en plus à les communes, il fait vraiment très chaud et c'est pas forcément faisable. Alors, autre élément, c'est en fait la limite de production les limites de production qui sont liées à la réglementation pour l'environnement. Donc là, j'ai remis deux petits graphiques pour rappeler les modes de refroidissement des centrales nucléaires en France, soit sur aéroréfrigérant. Donc là, on évapore de l'eau, et l'eau, forcément, elle vient de la rivière. Donc ça veut dire que le débit en amont et le débit en aval ne sont pas les mêmes, forcément. Et puis par contre, sur des circuits ouverts, là, on pompe de l'eau que l'on réchauffe, on la restitue intégralement. Donc là, le débit en amont et en aval de la centrale, le débit de la rivière est strictement le même. Par contre, l'eau est un peu plus chaude en aval. D'accord ? Donc forcément, il y a des règles, il y a une réglementation, il y a un respect d'une température maximale d'eau en aval d'une centrale. Donc si on atteint ce seuil, on doit arrêter la centrale ou baisser sa charge, puisque forcément, si on baisse la charge, on a moins de mégawatts thermiques à évacuer dans la rivière. Il y a un respect d'un seuil maximal d'échauffement et puis des respects de seuil maximum de prélèvement d'eau, typiquement d'évaporation. Donc quand on atteint ces seuils, il faut baisser la charge ou s'arrêter. Alors l'avantage, c'est que comme il y a un suivi en exploitation qui est fait, on est capable de prévoir ce genre de choses, on connaît les réglementations, et donc on peut dire, là on baisse la charge pour ne pas la baisser un peu plus tard, parce que ça nous permettra de gérer. Par exemple, il y a sur des centrales comme à Golfech, il y a une quantité d'eau maximum évaporable sur l'année, et aussi en instantané, il y a moyen d'en évaporer un peu plus à une période où il y a plus d'eau pour en évaporer un peu moins à une période où il y a un peu moins d'eau. Alors concrètement, si on regarde toutes ces raisons, tout ce respect-là, actuellement, en France, la baisse moyenne de production, c'est de l'ordre de 0,4% de la production totale par an. Alors il y a des fortes disparités sur les années, et c'est ce que montre un peu ce graphique-là, où là, donc ça vient de l'AIEA, où la France, vous voyez, elle est ici, mais il y a les autres pays, et en fait, ce qu'on représente, alors c'est pas une échelle linéaire, c'est en fait la perte de production liée à ces contraintes environnementales. Et donc on voit que c'est pas linéaire, c'est une échelle logarithmique, et en fait la taille des cercles indiqués indique pour une année donnée le nombre d'arrêts qu'il a fallu faire pour respecter ces contraintes. Donc on voit typiquement, alors là c'était en 2018 et en 2020 les vagues de chaleur qu'on a pu avoir, donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'arrêts, mais au global, ça a représenté cette année-là, en 2018 par exemple, moins de 1% de la capacité totale de production, de ce qui a été produit, de la production annuelle. Et on voit que, il y a des pays qui vont être plus ou moins touchés. Vous voyez que le Japon, alors là typiquement, c'est pas indiqué, mais en fait ça a été l'arrêt lié au tsunami et de Fukushima en particulier, parce que c'est comptabilisé comme étant une cause naturelle. Voilà. Et puis vous voyez, aux USA, on a aussi des arrêts, sachant que la particularité aux USA, si on regarde en relatif, on a l'impression qu'il y en a moins aux USA, alors qu'en fait, ils ont quand même beaucoup de tranches. En fait, ça s'explique parce que en France, on est dans un climat certes tempéré, mais on a des variations, des extrêmes, et surtout, à un endroit, on peut avoir très froid l'hiver et puis très chaud. Typiquement ici, Saint-Alban ou Bugey, il y a des moments où il fait très froid, puis il y a des moments où il fait très chaud. Alors qu'aux USA, comme en fait le pays est plus grand, la plupart des centrales sont installées dans des climats qui peuvent être certes très chauds ou très froids, mais beaucoup plus stables sur l'année. Donc il se trouve que quand on rapporte ça au nombre d'éléments, ils ont un peu moins de pertes de production parce qu'ils sont dans des climats plus stables au global. Voilà, bien sûr, il y a toujours des centrales qui sont des contre-exemples de ce que je dis, mais en général, on a ce genre de choses. Et là, on voit que, par exemple, quand il y a eu l'ouragan Katrina en 2005, on voit qu'il y a des pertes, et puis d'autres ouragans en 2004. Voilà. Donc, concrètement, on voit bien qu'à l'heure actuelle, certes, il y a des pertes de production, certes, c'est très médiatisé, mais en pratique, 0,4% par an, avec des fois c'est quasiment zéro, puis des fois c'est 1, 2,
éventuellement, je crois que le maximum était aux alentours de 1,5, faudrait que de mémoire, de 1,5%. Donc voilà, il y a des grosses variations, mais vous voyez, même 1,5% de la production, ça reste encore minime. Par contre, le changement climatique est de nature à venir augmenter ce chiffre, et surtout de pouvoir, si on a une très très grosse canicule, eh bien, comme en 2003, que ça touche plusieurs centrales en même temps, et donc que ça remette en cause la capacité, alors potentiellement la capacité du pays à produire l'électricité nécessaire, et donc à maintenir le réseau électrique. Donc forcément, on doit l'anticiper. Alors, il y a des solutions. En fait, l'avantage, c'est que sur ces éléments-là, on a des solutions. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les solutions, mais il y a des solutions qui existent. Alors, typiquement, sur les rejets d'eau, il y a des dispositifs qu'on appelle par exemple des aérocondenseurs qui existent et qui, vous le voyez ici, sont installés. Donc là, ici, c'est une centrale thermique classique qui est installée, donc là, c'est quand c'était en construction. De mémoire, c'est la centrale de Matimba, qui est en Afrique du Sud, et qui est une centrale thermique de 600 MW et qui assure, donc forcément elle est dans une zone aride, et donc elle assure l'ensemble de son refroidissement de production avec ce type de système. Et là, on consomme pas d'eau. Hein, vous voyez, le principe, c'est il y a un ventilateur en dessous, et puis on a un tube. Donc là, la vapeur arrive directement dans la tuyauterie ici. On la force à redescendre, et puis comme on pulse de l'air plus froid, même si l'air peut être chaud, mais en tout cas il est plus froid que la vapeur à condenser, eh bien, par échange de thermique, sans contact, eh bien, on va pouvoir condenser la vapeur. En gros, si vous voulez vous représenter ça, c'est un radiateur, vous savez, les radiateurs classiques, les radiateurs à eau, sauf qu'à l'intérieur du radiateur, on met de la vapeur, et puis on a mis un gros ventilateur à l'extérieur, et puis on condense la vapeur en ventilant sur le radiateur. Voilà, en gros, si vous voulez avoir une représentation un peu plus palpable, c'est ça. Autre exemple, là c'est une centrale en Allemagne, Neckarwestheim, où en fait ils ont une tour aéro-réfrigérante, mais elle a une particularité, vous voyez, bon, on voit un peu de vapeur d'eau qui sort, mais finalement très peu, c'est parce qu'une partie est comme les nôtres, typiquement comme celle de Chinon, avec des gouttelettes d'eau qu'on passe. Mais il y a une autre partie à côté où là, c'est des radiateurs, c'est-à-dire que ils vont échanger une partie de la chaleur de manière totalement sèche. Donc, ils choisissent, est-ce qu'ils veulent évacuer la chaleur sous forme humide, par évaporation d'eau, donc ils consomment de l'eau, ou alors, à d'autres moments, ils peuvent choisir, pas la totalité, mais une partie de la chaleur, de l'évacuer de manière sèche, c'est-à-dire sans consommer d'eau. Donc, si on ne consomme pas d'eau, eh ben, pour respecter les contraintes environnementales liées à l'évaporation, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Et de même, on ne réchauffe pas non plus le milieu environnant. Donc, les solutions, elles existent. Le tout, après, c'est de faire un calcul économique sur est-ce que ça vaut le coup ou pas entre les pertes de production ou le prix d'installation de ce type de dispositif. L'avantage qu'on a en France, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer ce type de système pour évacuer la totalité de la puissance thermique. On peut n'en évacuer qu'une partie, celle qui pose problème dans les périodes où on va avoir une canicule ou une température élevée. Voilà. Alors, autre exemple, et qui là est plus là pour illustrer l'aspect, là on a vu sur l'eau, c'était facile, on va dire. Sur les aspects déchets, le diable est toujours dans les détails. Vous voyez, il y a déjà, on évacue le combustible usé par train, par wagon, et on voit par exemple, donc là c'est un exemple sur le réseau Île-de-France, c'est le RER, eh bien, je crois que ça c'était en 2003, eh bien on voit que les rails en fait ont été déformés, et donc ça pose un problème. Donc ça, il faut l'anticiper. On voit bien que ça ne dépend pas d'EDF. Hein, voilà. Donc ça, ça montre bien que le changement climatique pose des problèmes qui ne touchent pas qu'une entreprise. On va être obligé de discuter tous ensemble avec tous ceux qui, à un moment ou à un autre, fournissent ou utilisent quelque chose. Et donc, par exemple, en Suisse, eux, ils ont trouvé une solution, ils ont peint les rails en blanc. Voilà, et rien que, alors ça a l'air bête, c'est facile à mettre en œuvre, ça prend un peu de temps, hein, mais n'empêche que les peindre en blanc, eh ben, ils chauffent moins, et donc, ils sont moins soumis aux déformations. Donc, vous voyez qu'il y a des solutions qui existent, il faut juste se creuser un peu la tête. C'est-à-dire que l'histoire du rail, il faut juste y avoir réfléchi un peu et se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, voilà, peindre en blanc, ça coûte pas cher, il faut juste un peu de temps. Et par contre, il y a d'autres solutions sur lesquels il va falloir discuter avec tout le monde. Alors typiquement,
de manière très concrète. Concernant, pardon, hop, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, voilà. Sur les approvisionnements, c'est le cas dont je parlais tout à l'heure, le caractère international de nos approvisionnements, comme le combustible, nécessite une réflexion d'ensemble, c'est-à-dire, est-ce que les mines d'uranium sont potentiellement sensibles au réchauffement climatique et que leur fonctionnement peut être remis en cause. Voilà. Et ça, il vaut mieux qu'on le sache à l'avant. Donc, on va peut-être discuter avec eux, bien sûr en passant par Orano. Enfin, mais on voit bien que là, du coup, c'est l'ensemble de la filière qui, du coup, se met à discuter et à dire bon, bah, alors attendez, moi Orano, ok, je vais poser la question, on va regarder, et puis EDF, on vous dira ce qu'il en est. Okay, et puis pareil pour l'évacuation du combustible ou autre. Concernant les conditions de travail, alors des personnels, bien sûr il y a les gens d'EDF, mais il y a aussi tous les prestataires et toutes les autres entreprises qui interviennent. Et donc on voit bien que là, à un moment, il va falloir avoir une discussion avec l'ensemble des parties prenantes pour dire bon bah comment on s'organise quand il fait extrêmement chaud pour travailler. Et on voit bien que le changement climatique, le fait que la température augmente, eh bien on va être obligé de discuter et de trouver des solutions. Voilà. Bon, puis après, la disponibilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité, typiquement, jusqu'à quelle température le réseau RTE tient-il? Voilà. Et est-ce que les hypothèses qui sont prises pour faire les calculs côté RTE sont les mêmes que les hypothèses que nous on prend côté EDF? Voilà. Et si c'est pas le cas, comment on fait pour couvrir le risque? Donc on voit bien que, alors je prends cet exemple de RTE volontairement parce que par le système législatif français, les discussions entre EDF et RTE sont extrêmement cadrées et on voit bien que sur cet exemple-là, et c'est vrai dans d'autres cas, le changement climatique peut être de nature à faire un petit peu évoluer les relations entre certaines entités pour être capable de s'échanger certaines informations pour assumer la mission de service public qui est de réussir à faire tenir le réseau électrique. Donc vous voyez qu'en fait, le changement climatique, certes, il y a le côté, on va dire, émergé de l'iceberg, c'est des événements extrêmes, et on en parle beaucoup, etc. Mais en fait, il y a aussi toute une partie qui est ce changement lent, l'avantage c'est qu'il est lent, mais qui va obliger toute la société, finalement, à devoir discuter, se mettre autour de la table à un moment ou à un autre et trouver des solutions communes. Voilà. Donc, nécessité de réaliser des plans d'adaptation au changement climatique. Et en fait, les plans d'adaptation au changement climatique sont demandés par la loi. Donc, l'État français a conscience de ce problème-là. Et donc, il a déjà demandé à ce que les grosses entreprises, celles avec un conseil d'administration, typiquement, mettent en place, fassent une analyse de tous les risques de leurs activités en lien avec le changement climatique. Donc, la machine, voilà, elle est en route. Et puis après, on partagera les éléments. Voilà, donc en conclusion, eh bien, les aléas naturels ils sont pris en compte pour assurer la sûreté des installations nucléaires. Les dispositifs de protection, ils sont conçus pour résister à des niveaux d'aléas élevés, d'accord, et on a vu avec une approche progressive. On a des dispositifs de re-questionnement des niveaux d'aléas, donc on a tout le système du réexamen de sûreté qui nous permet en permanence de regarder ce qui s'est passé, de s'interroger et éventuellement de faire évoluer les niveaux d'aléas ou les risques contre lesquels on va se couvrir. Il y a des solutions technologiques qui permettent de s'adapter au changement climatique, qui existent déjà. C'est vrai que souvent dans les médias, on parle le manque d'eau. S'il n'y a plus d'eau, les centrales, comment elles vont faire? Eh ben, vous voyez bien qu'on a des solutions. Le tout, c'est de le prévoir suffisamment à l'avance, ce qui est le cas. On a vu, on intègre bien le changement climatique dans les prévisions, et donc on s'adapte en avance, en éventuellement faisant des modifications sur les sites. Et puis, des travaux sont en cours pour limiter le risque de perte de production à long terme. C'est tout ce que je vous ai montré là. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. Alors, il doit y avoir un micro. Merci beaucoup. Après le séisme du Taï, Oui. il y a eu toute une inspection longue. Tout à fait. Des 4 tranches de cruasse. Bon, je pense que l'inspection a été longue parce que la liste des points à contrôler n'était pas forcément établie à l'avance. Et est-ce qu'on en a tiré d'autres conclusions sur le risque sismique?
Alors, sur le risque sismique, c'est un des rares risques où je m'en occupe pas trop, mais bon, c'est pas trop loin de mon bureau, on va dire. Donc, il faut savoir que dès la conception, il y a des niveaux de séisme, le SDI, le séisme d'inspection, et où les procédures sont établies. Donc en fait, le séisme du Teil a atteint ce niveau-là, donc il y a eu une inspection comme prévu. Et en fait, ce qui a fait la longueur des inspections, c'est aussi le fait qu'il y a eu plusieurs vérifications qui ont été faites, parce que il y a eu un impact médiatique important et que voilà, il y a eu beaucoup d'inspections. L'autorité de sûreté a demandé aussi des inspections plus poussées que celles qui étaient prévues initialement, et c'est ça qui a fait le délai, en fait. Donc après les conséquences, eh bien il y a pas mal, on est typiquement dans l'analyse du retour d'expérience. Voilà, le séisme du Teil, pourquoi il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, quel type de faille a été mis en œuvre. Il y a eu beaucoup d'analyses de sol complémentaires pour voir qu'est-ce qui s'était passé, quelle est la probabilité. Et là, on est typiquement dans le processus de réexamen où il y a des discussions entre l'exploitant, entre les autorités de contrôle et de discuter. Est-ce qu'on doit réévaluer les niveaux de risque? Est-ce que c'est uniquement à cet endroit-là? Est-ce qu'on doit modifier la méthodologie qui amène à calculer les niveaux d'aléas? Donc tout ça, c'est en cours. Voilà. Donc oui, il y a bien des conséquences à ce niveau-là, et on voit bien qu'on utilise la même méthode, on repart dans la boucle pour réévaluer les niveaux en fonction du retour d'expérience. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer en cas d'une pandémie qui neutraliserait, par exemple, 80% du personnel? Alors, en fait, ça c'était prévu, hein, on l'a bien vu d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité. Et donc, il y a tout un tas de dispositions. Alors typiquement, on l'a vu, le recours au télétravail, ça fait partie des éléments qui avaient été analysés. Et puis, on l'a vu sur les centrales très concrètement, il y a eu décalage d'opérations de maintenance. C'est-à-dire que, alors que dans un endroit, il fallait, mettons, 10 personnes dans une même pièce, eh bien, avec le Covid, et ça pourrait être le cas pour d'autres maladies, on a dit, là, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que cette opération de maintenance, on ne peut pas la mener maintenant, ou alors, pas de cette manière-là, on va la mener différemment, ça va prendre plus de temps. Et donc, on a revu les plannings d'arrêt de tranche, et ça a été dit également dans la presse, où, oui, certains arrêts de tranche ont duré plus longtemps que prévu. Donc ça a été un exemple concret. Après, ça dépend de la question. C'est-à-dire, si votre question c'est, on part dans des scénarios complètement, extrêmes, très extrêmes. Imaginons Ebola, voilà, le virus Ebola, qui arrive en France et où là il y a une grosse partie de la population qui décède. Là, le problème il est un petit peu différent. On va pas le poser dans les mêmes termes, d'accord? Donc nous, on étudie quand même des scénarios qui restent réaliste, dont la probabilité reste aux alentours du déca millénal, si tant est qu'on puisse le faire. La question, c'est est-ce que les centrales peuvent se piloter toutes seules? Ah, est-ce que les centrales peuvent se piloter toutes seules? Alors, une centrale, oui. Alors oui, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui est quand même là. C'est-à-dire, il y a quand même toujours en permanence à vérifier. Si on reprend les principes qu'on a dit, le mode de fonctionnement normal, pour toute personne qui a vécu une nuit, par exemple, dans une salle de commande en centrale, bon, il y a des rondes qui sont organisées, il y a des transferts d'informations, mais enfin, quand tout se passe correctement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des vérifications à faire en permanence, mais à la rigueur, si elles n'étaient pas faites, ça n'a pas de conséquences. Donc, dans une certaine mesure, oui, l'installation peut fonctionner. En pratique, on voit bien que pour assurer la sûreté, il y a la prévention, donc là, c'est un peu ce dont on parle, il y a des automates qui font de la prévention, mais il y a la détection. Et forcément, à un moment ou à un autre, si on doit mettre quelque chose en œuvre parce que il y a une variation, on doit produire plus ou produire moins, ou parce que il y a un matériel qui vient à avoir un petit problème, forcément, il faut qu'il y ait des gens sur place. Donc, en théorie, dans une certaine gamme, oui, l'installation peut fonctionner en automatique, mais non, on ne le fait pas. Et donc, si ça devait être le cas, si on ne pouvait pas produire, on ne produirait pas, tout simplement. Est-ce que sur les projets neufs comme EPR2 par exemple, on tient déjà compte des rapports du GIEC dans des, je ne sais pas s'il y a des probabilités associées, mais dans les cas les plus défavorables? Et est-ce qu'on écarte déjà des sites peut-être en rivière ou en fleuve?
et qu'on privilégie des sites en bord de mer peut-être? D'accord. Alors, la réponse, c'est oui. C'est vrai que j'ai pas détaillé parce que c'est vrai qu'entre le parc existant et une nouvelle installation qu'on conçoit, bien sûr, les contraintes vont pas être strictement les mêmes. Typiquement, la durée de vie. C'est sûr que pour EPR2, par exemple, on se projette sur un horizon à 2100 et donc on intègre les scénarios du GIEC. Et en particulier, pour l'instant, on se dit, bon, on prend le scénario le plus contraignant. Voilà, donc on prend, alors là ce sont les nouveaux scénarios, pour l'instant les calculs ont été faits avec le scénario précédent, c'est-à-dire le scénario maximum précédent, qui était le RCP 8.5 pour être exact, et donc voilà, et on intègre ces éléments-là. Et puis après, on en déduit voilà, les niveaux de température ou autres. Et après là, il y a deux stratégies possibles. Les stratégies possibles, c'est de dire, ça pose aucun problème, donc on installe. Après, il y a une autre stratégie, c'est finalement de regarder ce qu'on fait sur le parc. C'est de se dire, si on a un objectif de coût d'installation, on peut prévoir de la place, on n'installe pas tous les matériels qui seront nécessaires en 2100, on se dit qu'il y en a certains qu'on peut ne pas installer maintenant, parce qu'il n'y en a pas besoin maintenant, mais par contre, dans 10 ans, dans 20 ans, avec le processus de réexamen, on pourra les installer. Le tout, c'est de prévoir de la place. Là, ça va dépendre. Là, pour l'instant, le choix n'est pas fait, mais il y a forcément des réflexions qui peuvent être comme ça. Il n'y a pas d'avalanche, mais il peut y avoir des chutes de neige très lourdes. Tout à fait. On a connu ça. Hein. Oui, on a connu ça. Alors je ne sais pas, peut-être qu'avec le changement climatique, on peut avoir une fréquence de retour de ces chutes de neige très mouillées, finalement, en grande quantité. Et est-ce que c'est pris en compte dans votre analyse? Alors, premièrement, le risque de chute de neige, lui, il n'est pas exclu, parce qu'on sait qu'il neige en France. Voilà, autant l'avalanche à Tricastin, c'est pas possible, voilà, mais autant la chute de neige, c'est possible. Donc en fait, oui, on prend en compte ces éléments. Alors après, sur la partie neige en tant que telle, est-ce qu'elle est mouillée ou sèche, on va prendre des grandeurs qui vont être maximisante, c'est-à-dire conservative, voilà, c'est le terme. Et puis, on va faire des évaluations de quantité de neige, soit à l'aide, en général, à l'aide d'ailleurs des codes énormes, puisqu'il y a des gens qui ont étudié ça sur d'autres installations industrielles, et donc on bénéficie du retour d'expérience. Donc oui, c'est pris en compte, et on prend, comme d'habitude, des valeurs conservatives. Et puis, comme tout aléa, c'est ce que je disais après, c'est que c'est quand même l'autorité de sûreté qui nous donne l'autorisation ou pas de démarrer. Et donc, il y a forcément une discussion sur ces niveaux d'aléa. Et là, voilà, entre l'IRSN, EDF et puis l'ASN, il y en a un qui dit, non, la neige, il faut qu'elle soit plus humide. L'autre qui dit, ouais, mais non, il faut qu'elle soit un peu moins humide. Et puis l'ASN dit, de toute façon, l'humidité qu'on va prendre, c'est tant. Voilà. Donc après, le processus est normal. Et toujours après, le retour d'expérience et éventuellement, on reprend les calculs sur la boucle de retour d'expérience. Voilà. Donc oui, l'humidité est bien prise en compte dans la neige. Je vais compléter les questions qui sont posées dans la salle par des questions qui ont été posées par des personnes qui assistent à distance. Hein. Donc, il y a une question qui concerne donc la limitation du facteur de production selon les aléas. Est-ce que c'est dépendant de la technologie utilisée? C'est-à-dire, est-ce que c'est dépendant enfin, est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, le palier 900, le palier 1300, voire les réacteurs du futur? D'accord. Alors oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que les arrêtés de rejet, donc la réglementation environnementale dans son ensemble, elle dit, voilà, par exemple, vous ne devez pas dépasser telle température en aval de la centrale. Cette température-là, de quoi elle dépend? Elle dépend bien sûr de la température en amont, c'est la base. Elle dépend ensuite de la quantité de chaleur que la centrale va apporter dans la rivière. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir un impact. Et puis, elle dépend du débit. Voilà. Donc, finalement, est-ce que ça a un impact? C'est sûr que si on installe 6 tranches
type EPR sur la Vienne, par exemple, oui, ça va avoir un impact très important. Et c'est pour ça qu'à chaud, on a conçu l'installation différemment. On a même un aéroréfrigérant qui refroidit l'eau qu'on renvoie vers la Vienne. Donc, est-ce que la technologie a un impact? Oui, mais c'est plus lié à la quantité de chaleur qu'elle va déverser dans la rivière et à la capacité d'absorption de cette rivière. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis c'est oui et non. Voilà. C'est lié à la localisation. Voilà, c'est également lié effectivement à la localisation et à la période de l'année. Voilà. Si on étend la question, on pourrait se dire si on change de technologie de réacteur, est-ce que ça va changer quelque chose? En fait, ce qui est important, c'est le rendement thermique. C'est-à-dire par rapport à la puissance thermique produite par la chaudière, quelle est la part qui est transformée en électricité et quelle est la part qui reste sous forme de chaleur. Plus cette part est réduite, mieux c'est, parce que plus on produit d'électricité, donc le rendement est meilleur, mais en plus, moins on doit en évacuer, soit dans l'air, soit dans l'eau. Peut-être une autre question, c'est plutôt une précision à apporter. Tu as parlé d'une perte de moins 0,4% par an, donc sur la période, je crois que c'est 2000-2020. Oui, c'est ça. 20 ans. Alors effectivement, il faut être peut-être un peu plus précis sur ce chiffre. Est-ce que ça veut dire, oui, que ça s'aggrave d'année en année, ou c'est la moyenne de la perte par an sur ces 20 ans? Non, c'est vraiment quand on fait la moyenne sur ces 20 ans, on trouve 0,4. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il y a vraiment des disparités. Par contre, on ne voit pas, typiquement en 2003, on a dépassé les 1%. Voilà, c'est le point qu'on voyait. Mais en réalité, quand on regarde le graphique, ça semble aléatoire et en fait, c'est à l'image de ce qu'on a pu dire. Typiquement, ce qu'on a vécu à chaud cette année, c'est vrai que c'est en lien avec le fait que la Meuse a un débit qui a diminué. Donc forcément, c'est lié à la pluviosité et à tout ce qu'on a pu avoir avant. Mais c'est vraiment lié à une contrainte où il y a un accord qui a été signé, qui est que si on atteint ce débit-là, la centrale s'arrête. Point. Peu importe si ça a des conséquences ou pas, c'est comme ça. Donc là, c'est comme ça. Il y a eu un accord qui a été signé. Oui, tout à fait. Et donc ces 0,4%, c'est vraiment quand on fait la somme de tout ce qui a été perdu et qu'on divise par la somme de tout ce qui a été produit, on trouve 0,4% en moyenne par an. Et juste pour rester sur ces histoires de baisse de production, est-ce qu'on est capable de faire des projections à l'avenir avec le travail des climatologues pour estimer la baisse de production qu'on aura sur les 30 prochaines années? Alors, c'est un peu plus compliqué à faire parce que là, on s'intéresse du coup à un endroit en particulier. Donc, ça veut dire que si on veut le faire sur un endroit en particulier, il faut être capable de faire des projections sur la quantité de pluie, sur, par exemple, en plus sur plusieurs bassins versants, parce que si on prend le Rhône, par exemple, à Cruas, il y a l'Isère qui s'est jeté entre deux à cet endroit-là, ça vient perturber les éléments. Donc, pour faire des simulations comme ça, c'est extrêmement compliqué. Par contre, ce qu'on est capable de quantifier, c'est l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur. Et là, en faisant une règle de 3, je caricature un peu, on est capable d'avoir une tendance sur l'évolution. Et c'est pour ça qu'on dit que le changement climatique est vraiment de nature à augmenter ce chiffre-là. Donc oui, il y a des projections qui sont faites, et puis en fonction de ça, on voit est-ce qu'il faudra faire des modifications ou pas, sachant que l'objectif c'est toujours aussi de ne pas faire tomber le réseau. Donc ça dépend également de ce que vont faire les autres pays qui sont interconnectés, ça va dépendre également de comment les autres moyens de production vont être sensibles au changement climatique, et donc on voit bien, ça rejoint le point dont je parlais vers la fin, qui est de dire on est obligé de discuter avec tout un tas d'acteurs pour être capable de dire bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc oui, et d'ailleurs tout le monde est en train de faire un peu ses calculs dans son coin, mais tout le monde se rend compte que faire ses calculs dans son coin, à un moment, il y a tellement d'hypothèses qui sont dépendantes des autres qu'il va falloir en discuter tous ensemble et puis soit choisir des scénarios communs pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là, on est dans cette phase-là où tout le monde commence à se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas dans un monde où on est tout seul, on est tous interconnectés, et donc il va falloir discuter.
Si je peux me permettre une deuxième question. En fait, on avait le micro. Est-ce qu'on, avec le changement climatique, est-ce qu'on identifie déjà des sites potentiels à fermer prioritairement parce que ils deviendraient pas assez rentables Alors, en fait, on voit bien que la question, elle se pose pas tout à fait comme ça, puisque les solutions techniques, donc là, vous parlez de la rentabilité. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a des sites qui, je sais pas, un tiers du temps, mettons, hein, je dis n'importe quoi, vont être en arrêt de production. Si on avait ce genre de choses, à ce moment-là, la question, on la renverse. On dit, entre fermer un site ou alors aller mettre des aérocondenseurs, par exemple, ou un autre système, je sais pas, ça coûte peut-être moins cher d'aller mettre un aérocondenseur. Voilà. Et donc, forcément, la question, elle se pose pas comme ça. D'accord. La question, elle est-ce qu'effectivement on va avoir des pertes de production? Et on en revient à ce que je disais avant, est-ce que ça pose un problème de tenue du réseau? Et est-ce qu'il faut effectivement installer d'autres systèmes? Et à côté de ça, il y a quand même la PPE qui nous dit qu'il y a des centrales qui devront fermer. Donc, oui, si on se dit lesquelles on ferme, ce paramètre-là peut aussi entrer en ligne de compte. Et en fait, c'est vraiment ça qui est délicat, qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et discuter avec tous les acteurs pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Je pensais à des assèchements de cours d'eau, par exemple. Oui, oui, mais encore une fois, on voit qu'en Afrique du Sud, ils font tourner une centrale. Alors certes, centrale thermique, le rendement est meilleur, mais enfin 600 mégawatts, c'est pas une paille non plus, et ils n'ont pas un gramme de flotte. Pourtant, ils y arrivent. Voilà. Oui, je voulais savoir si dans le cadre de la prolongation de la durée de vie du parc existant... J'entends pas bien. Excusez-moi. Je voulais savoir si dans le cadre de la prolongation de la durée de vie du parc existant, ouais. On avait des impasses techniques, notamment, par exemple, remplacer un échangeur, l'augmenter, là, ça c'est facile. Mais par exemple, je pense au GC, au génie civil, et notamment aussi maintenant à la prise en compte de nouveaux aléas qui n'avaient pas été pris en compte. Je pense à la tornade, par exemple. Est-ce que, vis-à-vis de ces installations existantes, on peut déboucher sur certaines impasses ou carrément des modifications qui représentent des coûts? Alors, à ma connaissance, non. Maintenant, je connais pas tous les éléments de dossier qu'il peut y avoir, mais à ma connaissance, non. Parce que on le voit, hein, même s'il n'y a pas d'eau, il y a des solutions. Alors, je caricature volontairement, hein, on n'est pas dans une situation où on n'aura plus du tout d'eau à un moment. Mais donc, on a des solutions. L'aspect tornade, il y a des protections qui sont mises en œuvre et on y arrive. On arrive à les mettre en œuvre. Il peut y avoir des difficultés sur, par exemple, des alimentations de tableaux électriques, mais en fait, on arrive à trouver une solution. Donc non, on voit bien, il y a même des diesels d'ultime secours qui ont été ajoutés, alors qu'a priori, on pouvait se dire, de toute façon, sur une centrale, on n'a plus la place. D'ailleurs, les gens qui sont sur centrale, ils vous disent bien que trouver de la place, c'est toujours compliqué. Bon, il fallait installer des diesels d'ultime secours. On a trouvé la place. Ils ont été en plus installés pas n'importe où. Ils sont extrêmement hauts pour pouvoir faire face à une inondation extrême. Ils sont protégés, pareil, sur des tornades de niveau très important, et donc on a réussi. Donc, à ma connaissance, non. Je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité. Au génie civil, les niveaux de température ou les vents, les aspects vents. Moi, je connais pas. Alors après, peut-être que des personnes dans les centres d'ingénierie diraient, cette modification telle qu'on l'avait prévue initialement, on n'a pas pu la faire. Moi, à mon niveau, en tout cas, j'en connais pas. Donc, je ne sais pas. Oui, en regardant tout à l'heure le graphique sur les pertes de production comparées des différents pays, je me demandais si la réglementation environnementale aux États-Unis était aussi sévère qu'en France. Et question connexe, cette réflexion que l'on mène en France sur le changement climatique et l'impact sur nos centrales, est-ce que tu sais si elle se fait aussi dans les autres grands pays nucléaires? Alors, la première question, c'est est-ce que la réglementation aux USA est différente? Oui, elle est différente. Maintenant, ils ont quand même des réglementations aussi environnementales. Alors après, c'est toujours difficile d'isoler une réglementation, mais par exemple, il y a un exemple assez connu. Il y a certaines centrales qui ont fermé parce que la meilleure technique disponible
était en train d'évoluer. C'est-à-dire que les meilleures techniques disponibles, c'est on considère que à un moment donné, il y a une technologie qui permet, là en l'occurrence c'était sur le refroidissement, qui est la meilleure à choisir. Et par exemple, c'est de mémoire, je crois que c'est Diablo Canyon, je revérifierai, mais je crois bien, c'est qui est situé, si je me trompe pas, sur la côte ouest. Elle a dû s'arrêter parce qu'en fait, la réglementation environnementale venait de changer et leur demandait d'installer un aéroréfrigérant. Sauf que dans la configuration, il y a des centrales et puis il y a une falaise à cet endroit-là. Et donc l'aéroréfrigérant, de toute façon, soit il fallait casser la falaise, soit il fallait mettre l'aéroréfrigérant en haut de la falaise. Et alors, il y avait d'autres éléments économiques de nature. C'est vrai que je dis c'est toujours difficile de ne sélectionner qu'un des points. Mais bon, au bout d'un moment, ils ont dit non, mais cette centrale-là, faudrait que je suis pas sûr que ce soit Diablo Canyon, faudrait que je revérifie. Mais cette centrale-là, on va l'arrêter parce que mettre un aéroréfrigérant en haut, en plus de tout ce qu'on a à faire, c'est pas possible. Voilà. Donc, certes, les USA ont une réglementation différente, mais ils ont quand même une réglementation environnementale qui est non négligeable. On peut le voir, par exemple, la manière dont ils gèrent les parcs nationaux. Enfin, on voit bien que la conscience environnementale, malgré l'image qu'on pourrait en avoir, en fait, elle est quand même assez présente aux USA aussi. Et donc, est-ce que cette réflexion est menée par d'autres pays? Pardon. Alors, en fait, on est en train de se rendre compte que, là on est en train d'en parler pas mal à droite à gauche, que cette réflexion vraiment d'avoir une approche systémique et d'avoir une approche où on va en discuter avec les autres parties prenantes, on est les plus avancés, a priori, d'après les contacts qu'on commence à avoir. Alors, c'est vrai que là, avec la période de Covid, on a eu un peu moins de contacts lors des congrès, lors des réunions, etc., que ce qu'on a habituellement. Donc, bon, il faut se méfier, mais en tout cas, les gens avec qui on en a discuté disent ah oui, là vous êtes vraiment dans une démarche complète et pas uniquement centrée sur la sûreté. Sur la sûreté, c'est voilà, c'est on va dire, ça peut paraître étonnant à dire comme ça, mais c'est quelque chose de classique que tout le monde a. Par contre, sur la partie production et sur cette partie interaction entre toutes les parties prenantes, là effectivement, on a discuté avec des Suédois, on a discuté avec des Américains, et ils disent ah oui, c'est vrai que ouais, vous avez une démarche qui est vraiment intéressante. Donc l'idée, ça va être un petit peu comme d'habitude dans le domaine du nucléaire, quand il y a une bonne pratique, on essaye de faire boule de neige, sans vouloir faire de jeu de mots ou d'image dans le cas du changement climatique, mais on va essayer de la promouvoir. Je reviens sur les États-Unis. Merci, Jean-François. Il y a eu quand même l'inondation de Fort Calhoun. Tout à fait, qui est en train je ne suis pas sûr qu'en France, si on avait eu une inondation comme ça autour d'un site, parce qu'il était complètement isolé, que l'autorité de sûreté ne serait pas intervenue après en disant ou vous faites quelque chose ou vous arrêtez, quoi. Hein. Alors, bien entendu, c'est le rôle de l'autorité de sûreté de dire les choses, mais en fait, on a eu des situations comme ça, alors un peu moins complètes, on va dire, qu'à Fort Calhoun, parce qu'à Fort Calhoun, ils se sont retrouvés effectivement entourés d'eau, mais en plus, ils ont dû mettre en place des protections temporaires qui n'étaient pas forcément complètement prévues. Nous, alors j'ai pas mis la photo, mais de mémoire à Belleville, dans les années 90, il y a eu des périodes d'inondation où on a une photo où en fait la centrale elle est complètement entourée d'eau. Il y a juste la route qui permet d'y accéder, et en fait on voit que la centrale elle a été bien calée. Voilà, ça montre que les calculs étaient bien faits et où elle est suffisamment surélevée. Et ça, c'est une situation qui du coup a été envisagée. Par contre, on a eu Blayais, effectivement, la tempête de Blayais, où là, c'est pas tout à fait la même chose, où là, effectivement, la route d'accès a été inondée également. Et oui, il y a eu le dossier Rex Blayais, donc retour d'expérience de Blayais, et bien entendu qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des modifications. Il y a eu typiquement le guide numéro 13, donc après ça, il y a eu une refonte globale de la méthode avec laquelle on calcule le risque inondation. Donc c'est effectivement un travail qui a été demandé par l'autorité de sûreté, qui a été mené conjointement avec EDF, les exploitants, l'IRSN, etc., et qui a abouti au guide numéro 13 de l'ASN. Donc en fait, on a déjà eu ces situations-là en France, et effectivement, il y a bien eu des évolutions, il y a eu des modifications sur tous les sites. Voilà. Encore une fois, on retombe dans ce principe qui est bien connu, qui fait partie de l'ADN du nucléaire, qui est le retour d'expérience qui vient alimenter et qui est étayé réglementairement par le processus de réexamen de sûreté. Donc
Mais oui, effectivement, on a déjà vu ce genre de choses. Moi, je m'interroge aussi sur un incident que je ne souhaite pas voir, mais dont on s'approche de plus en plus, c'est un blackout européen. En termes de sûreté, je pense que c'est pas innocent. Hein. Ce que vous dites, c'est justement tout ce qu'on veut éviter. On voit bien qu'en fait, tout le but des adaptations qu'on fait, des modifications, du travail qui est fait, c'est justement, et je l'ai bien dit à plusieurs occasions, c'est d'éviter qu'à un moment, le réseau électrique ne tombe. Donc, c'est bien le risque contre lequel on est contre lequel on a toujours travaillé. Et là, avec le changement climatique, on voit bien que ce risque augmente, et d'où toutes les démarches que j'ai présentées. Voilà. Oui, pour prendre un sujet qui intéresse un peu les Lyonnais, concernant la centrale de Bugey. Donc régulièrement, on entend dire que la rupture du barrage de Bouglin pourrait inonder la centrale de Bugey. Alors j'ai deux questions. D'abord, est-ce qu'une rupture de barrage comme ça, c'est quelque chose d'envisageable? Quelle est la probabilité d'occurrence? Et puis, si jamais ça se produisait, j'ai compris que les calculs faits par EDF limitaient la hausse du niveau d'eau à quelques dizaines de centimètres et que des dispositions avaient été prises en conséquence. Et on entend régulièrement les écologistes dire qu'il va y avoir des mètres d'eau et que ça va être une catastrophe. Ouais. Okay. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Alors, premièrement, effectivement, pour le risque inondation, en fait, et c'est justement le guide numéro 13 dont je parlais, pour évaluer le risque d'inondation, on regarde tous les aléas qui peuvent conduire à une inondation. Donc, typiquement, il peut y avoir des pluies intenses, il peut y avoir une crue normale et il peut y avoir une rupture de barrage. Donc, à Bugey, comme ailleurs, on fait tous ces initiateurs de mémoire, je sais plus, il y en a plus d'une dizaine à peu près, crue sur un grand bassin versant, rupture de tuyauterie, enfin voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Et il se trouve qu'effectivement, à Bugey, le scénario dimensionnant, c'est-à-dire celui qui conduit à la plus grande quantité d'eau, c'est effectivement la rupture du barrage de Vouglan. Donc, la probabilité, je ne m'en rappelle plus, donc je ne peux pas vous la donner, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, c'est le scénario qui est dimensionnant. Donc, s'il est dimensionnant, on applique les principes de conception du nucléaire, c'est ce scénario-là que l'on prend. Donc à partir de là, une fois qu'on a cette notion-là, et je pense que quand vous vous posez la question, vous avez en tête peut-être le reportage qu'il y avait eu sur, c'était un envoyé spécial où il y avait eu effectivement pas mal d'éléments là-dessus. Entre autres, mais ça a été peut-être d'un point de vue médiatique celui qui a été le plus relayé. Et donc, on prend bien en compte la rupture avec un niveau qui est le niveau maximal à la cote à laquelle il ne doit pas être en plus. Alors, quand même, il y a plein de mesures de prévention. C'est-à-dire que, bien sûr, le barrage, il n'est pas laissé à l'abandon, quoi. Voilà, il y a bien sûr une surveillance du barrage pour que, s'il y avait le moindre problème, on puisse le détecter et que, éventuellement, on puisse vider ou que sais-je encore, réparer ou autre. Donc, tout est fait pour que la probabilité soit la plus faible possible. Mais, principe de la défense en profondeur, quand bien même ça arriverait, qu'est-ce que ça donne? Et effectivement, on simule les éléments, et à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de remise en cause de par les gens qui ont accès à l'intégralité du dossier, c'est-à-dire l'IRSN, il n'y a pas de remise en cause des calculs qui ont été faits. Donc les protections de Bugey, voilà, elles sont dimensionnées pour ce scénario qui est le scénario dimensionnant, qui au passage est également le scénario dimensionnant pour Saint-Alban. Voilà, parce que la rupture du barrage de Vouglan, ça peut paraître loin, Vouglan, mais ça va faire une grosse vague. Et c'est le scénario dimensionnant. Et nous, ici à Lyon, ça va pas se passer, voilà, enfin, si c'était le cas, on s'en rendrait compte aussi. Alors, non, Tricastin, c'est différent parce qu'on est sur le canal du Rhône. Donc, en fait, il y a effectivement un scénario qui est lié à des ruptures du barrage en amont et en aval, mais c'est pas Vouglan en tant que tel qui pilote. On a calé le niveau de la centrale par rapport à ça. Alors, le niveau de la centrale est effectivement calé par rapport à plusieurs paramètres, mais le scénario dimensionnant à Tricastin est pas celui du barrage de Vouglan. Si je peux répondre pour Vouglan, on a eu de très grandes crues, autant que je me souvienne, c'était en 1993, où
pratiquement, il n'y avait plus que l'autoroute de Lyon-Genève qui n'était pas inondée, tout était inondé tout autour. J'avais regardé à l'époque sur le site du budget quelles avaient été les études qui avaient été prises en compte pour caler l'altitude du budget. C'était la rupture de Vouglan conjuguée à une crue centenale. Parce qu'on disait, si on a la rupture de Vouglan, c'est peut-être aussi parce qu'on a de grandes précipitations d'eau. Donc on avait conjugué les deux et c'était ces valeurs-là qui avaient été prises en compte. Donc l'émission d'envoyé spécial, ça fait partie des marronniers qu'on ressort régulièrement, mais dans le rapport du sûreté, c'est bien prévu. Oui, tout à fait. C'est une approche relativement déterministe, oui. C'est-à-dire qu'on postule, on postule le cumul, effectivement, des événements les plus graves en termes de rupture des barrages situés sur le... C'est une rupture, pouf, on enlève le barrage. Le barrage le plus pénalisant sur toute la vallée amont, cumulé avec une crue centennale. Et on prend par ailleurs les crues millénales, mais on fait ce cumul de façon, j'allais dire, autoritaire. C'est ça, c'est exactement ça, par principe. Hein. Par Donc principe. c'est une façon d'avoir des marges, mais en plus, on rajoute des marges à ça dans la méthode, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Mais c'est le principe qu'on suit pour un certain nombre de ces agressions, où on introduit de façon un peu déterministe et donc conventionnelle des cumuls entre agressions qui sont des cumuls qui sont plus ou moins indépendants, Alors, pas forcément totalement, mais pas forcément non plus interactifs directement. Alors, pour répondre à l'histoire de la probabilité de la rupture du barrage en elle-même, donc comme je dis, je ne l'ai pas en tête. Par contre, comme sur l'inondation, on a un guide ASN, tous les scénarios qui ont été établis ont une probabilité de l'ordre du 10-4 dont je parlais. C'est-à-dire que le scénario dont on est en train de parler, c'est-à-dire le cumul de la rupture, alors c'est difficile d'évaluer la probabilité comme je dis, c'est une rupture, c'est même pire qu'une rupture, c'est en un claquement de doigts, le barrage il disparaît. Voilà, c'est plus, on nous vole le barrage, si vous voulez, avec une crue initiale. Donc la probabilité, elle est de l'ordre de 10-4. On est sur un événement de type déca millénal. Mais bon, bien sûr, déca millénal, c'est un peu difficile à cerner, comme je vous dis, la probabilité que le barrage disparaisse comme par enchantement. Voilà, c'est un peu difficile de l'évaluer réellement. On sait en tout cas qu'elle est au moins déca millénale. Ça, c'est un minimum. Et en fait, alors on a des présentations comme ça où justement on a beaucoup analysé ce qui a été dit. Faut savoir que en tant qu'exploitant responsable, quand on voit, alors moi, quand il y a une émission comme ça qui passe à la télé, j'ai des copains, je reçois des SMS qui me disent Hervé, est-ce que tu as vu ce qui se passe? Dès le lendemain, on va regarder les dossiers, on se dit bon, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça, ça et ça. Ok, on vérifie. Ce point-là, on vérifie. Oui, non. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et on redétricote l'ensemble du dossier pour être sûr. Et on s'appelle avec les gens qui ont fait les dispositions de protection. Et là, honnêtement, on n'a rien changé à la méthode. Mais ce qui reste souvent dans l'opinion publique, c'est qu'on peut avoir des vagues gigantesques sur le sujet, alors que comme public, c'est toute la difficulté de communiquer. Bon là, on est dans une société savante, donc je peux me permettre de dire 10.4 événements par an. Voilà, je sais que normalement ça passe. Si à un moment on devait s'exprimer devant le grand public, il faut faire tout un travail. Donc forcément, c'est pas impossible, c'est juste beaucoup plus compliqué d'avoir des discussions comme ça. Mais après, à la SFEN, on est bien placé pour savoir que le travail est fait. Régulièrement, la SFEN intervient dans les médias pour expliquer les choses avec pédagogie et en disant ce qu'on est en train de dire là, c'est que ce scénario-là, moi sincèrement, si il y avait une rupture de Vouglan, je préférerais être à la centrale du budget que à n'importe que même ici. Clairement. Les gens ont retenu 6 mètres Bellecour. Bellecour, il y aurait 6 mètres d'eau. Voilà. C'est ce qu'ils ont retenu, c'est tout. Monsieur Cordier, il est 20h, on a des engagements pour quitter les lieux. Donc d'abord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.